Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, puis-je te raconter comment, un beau matin de l'hiver 1973, Étienne Jules Lachaud inventa le saucisson électrique. Le saucisson électrique. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le saucisson électrique? Ah, ne cherche pas l'embrouille, Simone. Je ne t'ai pas proposé de t'expliquer ce qu'est un saucisson électrique. Je t'ai proposé de raconter comment il a été inventé. À l'hiver 1973 par Étienne Jules Lachaud. Oui, j'ai bien entendu. Je n'ai pas de persil dans les oreilles. Mais reconnais que pour s'intéresser à l'histoire d'une invention, il est naturel de s'informer sur la nature de cette invention. Moi, je ne sais pas ce que c'est un saucisson électrique. C'est pas seulement que je n'en ai jamais vu, c'est que je n'en ai même jamais entendu parler, mais même vaguement. Je ne savais même pas que ça existait, pour tout te dire. Ça ressemble à quoi? Ça sert à quoi? Ah, tu aggraves ton cas, Simone, je te le répète. Il n'entre pas dans mes intentions de te fournir la fiche technique du saucisson électrique. Je t'ai seulement proposé, aimablement et gracieusement, de te raconter dans quelles conditions rocambolesques il a été inventé. Bon, bah vas-y, raconte. Mais je te préviens, je m'en fiche. Si je savais ce que c'est, je serais probablement impatiente d'apprendre qui l'a inventé et comment. Mais à partir du moment où je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, eh bien les circonstances de l'invention, je m'en tamponne le coquillard. Pardonne-moi l'expression, mais je vis mal la situation. J'ai un petit peu envie de pleurer. Bon, bref, tu veux que je raconte ou pas? Ni je veux, ni je ne veux pas, je m'en fiche. Bon, je raconte quand même? Raconte si ça te fait plaisir. Mais je t'aurais prévenu, je m'en fiche. Eh bien voilà. Un beau matin de décembre 1973, il est 8 heures dans Dunkerque, assoupi sous la neige, tu imagines? Je n'imagine rien, je m'en fiche. Il est 8 heures et Étienne Jules Lachaud ouvre son magasin charcuterie traiteur produits régionaux Lachaud et Fils. Tu vois le genre? Je ne vois rien. Et ça ne me dérange même pas, puisque je m'en fiche. Ouais. Or donc, puisque Noël approche, Étienne Lachaud se met en devoir d'accrocher dans sa vitrine une jolie guirlande multicolore qui clignote. Qui clignote, et dont je me fiche. La guirlande est bien accrochée, c'est du moins ce que pense Étienne. Il la branche, seulement voilà. Un petit clou mal enfoncé cède sous le poids de la guirlande, dont une partie du fil d'alimentation se trouve malencontreusement être dénudée, Te fatigue pas à faire ton Pierre Bellemare, je m'en fiche toujours. et le fil dénudé de tomber sur un saucisson présent dans la vitrine, ce qui n'étonnera personne. Ni ça n'étonne, ni ça n'étonne pas. Je m'en fiche. Le courant passe, Simone, et boum, enfin, façon de parler, puisque rien n'explose, mais boum, par un hasard inouï, le saucisson électrique vient d'être inventé. Qu'est-ce que tu dis de ça, Simone? Devine. Tu t'en fiches? Tout juste. Eh ben, tu fais une grosse erreur, parce que si tu avais manifesté un minimum d'intérêt, si tu avais consenti ne serait-ce qu'un minuscule commentaire complice, je t'aurais expliqué dans la foulée ce qu'est un saucisson électrique. Mais puisque tu fais ta tête de cochon, je ne dis plus rien. Eh ben, je m'en contrefiche. Malpoli. Toi-même. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, une nouvelle fois, je vais te lancer sur un sujet qui déborde un peu le cadre traditionnel de nos conversations. Je vois. Tu es fatigué de parler du génie scientifique et de l'invention technique, et tu vas me parler football. Ah non, non, il s'agit d'un léger débordement, pas d'un tsunami meurtrier. Non, je souhaite parler d'une invention technique, pas très technique, la tétine. La tétine de biberon? Non, la tétine sans biberon.
celle qu'on appelle parfois totoche ou sucette, ce petit morceau de caoutchouc, tu sais, qu'on met dans la bouche des bébés pour les calmer ou pour les occuper. Ah oui, c'est une invention relativement récente, me semble-t-il. Je n'en avais pas quand j'étais bébé, alors... Qui a inventé la tétine totoche sucette et quand? Eh bien, tu vas rire, pas moyen de le savoir. Bah, pourquoi ris-tu? Parce que pas moyen de le savoir. Qu'est-ce que ça a de drôle? Mais je te retourne la question. C'est quand même toi qui m'as dit « tu vas rire ». Alors, moi, bonne pomme, j'ai ri. Admettons. Au chapitre des sucettes, la seule information fiable dont je dispose concerne l'invention de la sucette à bâtonnet. Elle est due à 2 confiseurs parisiens, messieurs Évrard et Herbet, détenteurs de la marque Pierrot Gourmand, qui ont déposé en 1924 un brevet pour une machine à fabriquer des bonbons constituée par une masse de sucre cuit dans laquelle est encastrée l'extrémité d'un bâtonnet. Il paraît même qu'à l'origine, le bâtonnet en question était en rotin de Madagascar. Tout à fait. Comment tu sais ça, toi? Ben, je le sais, c'est tout. Ah bon, eh bien, madame, je sais tout. Dis-nous donc qui a inventé la sucette à bébé. Mais je n'ai pas dit « je sais tout ». J'ai dit « je le sais, c'est tout ». Je sais que les premiers bâtonnets de sucette étaient fabriqués en rotin de Madagascar. Mais la sucette à bébé, tu me dirais qu'elle a été inventée par Étienne Lachaud, je te répondrais « c'est possible ». Attends, Étienne Lachaud, le charcutier, l'inventeur du saucisson électrique, dont nous avons parlé la semaine dernière? Tu penses que c'est lui qui a inventé la sucette à bébé? Mais je ne pense rien. Je dis seulement que si tu me disais que c'est lui l'inventeur, je te dirais « c'est possible ». Mais non, c'est pas possible, il est l'inventeur du saucisson électrique. Ah oui, parce qu'on ne peut pas être l'inventeur de 2 choses. C'est nouveau, ça. Bah si, bien sûr, on peut être l'inventeur de 2 choses, et même bien davantage, regarde Léonard de Vinci. Mais si Étienne Lachaud, qui a inventé, en 1973, je le rappelle, le saucisson électrique, avait inventé en plus la sucette à bébé, on le saurait. C'est pas dit. Il a réussi à passer incognito pour le saucisson. Il peut très bien avoir renouvelé l'exploit pour la sucette à bébé. Il aura inventé 2 trucs, un que personne ne connaît, le saucisson électrique, et un autre que tout le monde connaît, la sucette à bébé, et dans les 2 cas, il aura réussi l'exploit de passer inaperçu. Sauf de nous 2. Ah, tu admets donc que c'est Étienne Lachaud qui a inventé la totoche à bébé. Mais je n'admets rien du tout, je dis juste que c'est possible. Tu disais le contraire il y a 5 minutes. Ah, écoute Simone, ressaisissons-nous. Tu as raison, passe-moi ma totoche, ça va me calmer. Bon ben, passe-moi le saucisson, ça va me détendre. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, parmi les inventions dont nous nous entretenons régulièrement, il en est dont nous ne nous servons guère. Oui, comme le massicot, le colt ou le bathyscaphe. Surtout le bathyscaphe. Parce que je sais pas toi, mais moi, je ne m'en suis rigoureusement jamais servi du bathyscaphe. Non, moi non plus. Ou alors j'étais distrait, mais je ne crois pas. En revanche, il y a des inventions dont nous nous servons tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Celle dont je veux te parler en fait partie. Devine. La râpe à fromage? Tu t'en sers tous les jours. Ah non, c'est vrai. J'avais oublié ce critère. Bon, c'est le seul critère. Oui, j'avais oublié le seul critère. On va pas en faire un fromage. Alors, attends. Tu dis bien tous les jours. Et même plusieurs fois par jour. Le bathyscaphe, non. Le taille-crayon, non. La catapulte, non plus. L'eau chaude? Presque, Simone. La douche. Ah bah oui, la douche. J'en prends 2 par jour, 3 en été. Attends, tu vas pas nous raconter ta vie. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui a inventé la douche. Oui, qui? Évidemment, la douche, dans son principe général, existe depuis des temps immémoriaux. On peut même dire que Cro-Magnon, qui allait se balader sous la pluie pour se rafraîchir,
prenait une douche. Et pareil pour sa femme. Absolument. Mais la douche en tant que concept est introduite en France vers la fin du XVIe siècle par le Nivernais Jean Pidou, médecin à la cour d'Henri III. Jean Pidou. Un lien de parenté avec Pompidou? Aucun. L'autre grande date dans l'histoire de la douche, c'est 1872. Cette année-là, François Méry Delaboste, chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Rouen, et par ailleurs médecin-chef de la prison Bonne Nouvelle, toujours à Rouen, a l'idée de remplacer les bains des prisonniers, jugés trop longs et trop chers, par un système de douche collective avec des jets d'eau chaude individuels. Un bien sympathique philanthrope, ce Méry Delaboste. Oh, nullement, Simone. Son idée n'est pas du tout de faire plaisir aux prisonniers, bien au contraire. Il écrit même dans le bulletin de la Société Générale des Prisons « Il ne s'agit point de procurer aux prisonniers une satisfaction de bien-être. La santé du détenu permet d'exiger de lui un travail dont le produit diminue d'autant les frais de l'emprisonnement. » Et à partir de là, les bains publics sont devenus des bains-douches. Oui, c'est ça. Sorti de prison, le principe s'est étendu peu à peu à tous les établissements publics, et ensuite, tout naturellement, il est entré chez les particuliers sous la forme de la douche en cabine individuelle que nous utilisons généralement 2 fois par jour. 3 fois en été. Et même, si j'ai le temps d'apporter une petite précision, Oui, il y a des jours où j'en prends 4. paire de claques? Non, douche. Ah, dommage. Enfin, je veux dire, oh, tu m'as fait peur. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, tu le sais, d'une manière générale, j'aime bien les inventeurs. Tu aimes bien le cognac, surtout. Oui, mais non, ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour parler de mes prétendus vices, on est là pour parler du génie scientifique et technique. Et je te prends à témoin du fait que j'ai généralement de la sympathie pour les inventeurs. C'est vrai que souvent, après 3 cognacs bien tassés, tu exprimes avec fougue ta sympathie pour les inventeurs. Voilà. Mais pas systématiquement. Il y a un inventeur au moins que je déteste, que je maudis, c'est Carlton Cole Magee, dit Carl Magee, un avocat américain qui en 1935 a inventé le parc-mètre. Cette cochonnerie d'aspirateur à pièces ou à carte payante, ce qui revient au même, cet appareil malfaisant à cause duquel il n'y a plus un coin de rue où l'automobiliste ne soit pas proprement racketté. Oh, je te vois très remonté, mon chéri, mais tu ne peux pas incriminer Maggie aussi catégoriquement. Il a inventé le parc-mètre, mais ce n'est pas lui qui en a mis partout. Arrête, Simone. C'est comme si Arthur Compton, Robert Oppenheimer, Enrico Fermi et Léo Szilard, les 4 compères qui ont inventé la bombe atomique, pleurnichaient sur les ruines d'Hiroshima et Nagasaki en disant « Nous n'avons pas voulu cela ». C'est le mot fameux inscrit sous le portrait du Kaiser Guillaume II, apparemment consterné « Ich habe es nicht gewollt ». Du calme, mon poussin. Tu ne peux pas raisonnablement comparer les dégâts de la Première Guerre mondiale ou les horreurs de la Seconde avec l'inconvénient, certes réel, mais néanmoins supportable, du parc-mètre. Et puis, je le maintiens, le parc-mètre, Maggie l'a inventé, mais sa dissémination et son pullulement sont l'œuvre d'autres criminels. À Karl Magee, tu es en droit d'imputer le premier parc-mètre. Installé sur la voie publique à Oklahoma City le 16 juillet 1935, les 100 millions d'autres, c'est pas Magee. Ah, il l'a bien inventé pour qu'on en fasse quelque chose. Oui, mais si ça se trouve, dans son idée, on en mettait 30 ou 40 et c'était bon. Il n'avait pas l'intention d'infester la planète, le brave homme. Mais tu rigoles, si c'était pour en implanter 40, ça valait même pas le coup de les fabriquer. Non, Magee savait ce qu'il faisait, il avait bien prémédité l'invasion de sa maudite sucette, contre laquelle même Gaston Lagaffe, malgré sa détermination exemplaire, et malgré la sottise ineffable de l'agent de police Lontarin, même Gaston Lagaffe n'a rien pu. Oui, alors à ce compte-là, Samuel Colt est responsable de tous les morts abattus par une balle de Colt. Eh ben oui, si tu veux. Et Otis, de tous les accidents d'ascenseur. Et Macadam, de tous les accidents de la route. Ah non, les accidents de la route, c'est Joseph Cugnot le responsable. Enfin, merci pour lui. Ça lui fait quelques millions de morts sur la conscience.
à ce modeste ingénieur. Tout ça pour avoir patiemment bricolé son gros fardier. Je veux pas le savoir. Si je dédouane Cugnot, tu en profiteras pour dédouaner Maggie. Or, Maggie est coupable. D'ailleurs, j'adresse toutes mes contraventions à ses descendants. Et alors? Quoi, et alors? Ça donne quel résultat? Trop tard, je dors. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je te supplie d'en convenir. Inventer le mouvement, c'est chouette, c'est excitant, c'est beau le mouvement. Mais comme le mouvement serait dévastateur et catastrophique, sans le frein, tu me diras pas le contraire. Non, je ne te dirai pas le contraire. Pas aujourd'hui. Parfait. Alors, parlons peu, parlons bien. Des freins, il y en a de toutes sortes. Des grands, des petits, des costauds, des silencieux, des à tambour, des à disque, des bons, des mauvais. Mais le roi des freins, le frein qui équipe tous les trains du monde, le frein à air comprimé, il n'y en a qu'un et il est français à l'origine. Il est signé Désiré Martin, 1822-1894. Parfaitement. Mais c'est là que se noue le drame. Car ayant inventé en 1860 le frein à air comprimé, Désiré Martin ne parvient pourtant pas à convaincre les chemins de fer français, déjà obtus à l'époque, d'utiliser son invention. Ils ne le feront, cette bande d'andouilles, que 17 ans plus tard, et pour beaucoup plus cher, lorsque la société américaine Westinghouse aura fait main basse sur le brevet tombé dans le domaine public du malheureux Désiré Martin qui meurt dans la misère. C'est vrai, et les freins des trains s'appellent donc freins Westinghouse, à cause de l'étroitesse de vue de l'ancêtre de la SNCF. Mais si ces gens-là avaient eu un peu plus de discernement, le frein universel des trains s'appellerait frein Martin. Et d'une certaine manière, il freinerait encore mieux, tu crois pas? Non, il freinerait pareillement bien, je suppose. Mais au lieu d'avoir un nom à coucher dehors, il aurait un nom bien de chez nous. Martin. Le frein Martin. Ah, t'as raison. Quand je voyage en train, quand je sens le train qui freine et qui ralentit, je serais tellement plus rassuré de pouvoir me dire « Tiens, voilà que nous sommes freinés par le frein Martin ». Alors que là, je me dis « Ça va freiner efficacement les freins Bibigouze, là, ou la bagouze ?» Et je tremble. Comme moi. Par-dessus le marché, Westinghouse, le fondateur de la Westinghouse Electric Corporation, il se prénommait bêtement Georges, alors que Martin, c'était Désiré. On peut pas mieux dire. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est connaître le nom du responsable des chemins de fer français qui a refusé le frein Martin. En fouillant dans les archives, peut-être que... Non, ne te donne pas tant de mal. On peut très bien en décider ici, entre nous. On peut par exemple dire que l'incompétent s'appelait Hubert Cuculapraline. Ça pose bien son loser, ça, non? Hubert Cuculapraline, oui, c'est bon ça. Bonjour, je suis Désiré Martin, j'ai inventé un frein à air comprimé qui, à mon avis, serait parfait pour les trains. À qui dois-je m'adresser? Qui est le chef du service innovation chez vous? Le chef du service innovation? Ah, bah c'est monsieur Hubert Cuculapraline, c'est le grand bureau là-bas au bout du couloir. Bonne chance, monsieur Martin. Et puis après, bonjour, monsieur Cuculapraline. Je suis Désiré Martin et je suis venu vous présenter mon frein à air comprimé qui, à mon avis, ça m'intéresse pas. Ça marchera jamais. Mais pourtant, je vous assure, on a fait des essais. Le truc est très au point. Je vous dis que ça m'intéresse pas. Sécurité! Foutez-moi cet emmerdeur dehors. Bien, monsieur Cuculapraline. Tout de suite, monsieur Cuculapraline. Allez, monsieur Martin, il faut vous en aller. Ne nous faites pas perdre notre temps. Et Désiré s'en fut, déconfit, plongé dans la misère. Il est tombé de haut et il n'a pas osé utiliser son frein pour freiner sa chute. Mon Dieu, que la vie est injuste. Ouais, pas étonnant que la Terre se réchauffe. Vous écoutez France Culture.
Voici maintenant une Essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Tudieu, Simone. Nous nous sommes torturé la cervelle l'autre fois pour savoir qui pouvait bien être l'inventeur du porte-manteau. Tu t'en souviens? Ce sont des moments éprouvants qu'on n'oublie pas. Nous nous creusâmes, nous souffrîmes, nous nous échinâmes en vain, nous séchâmes, au point que c'est finalement avec une gracieuse pirouette que nous nous en tirâmes. Gracieuse. Enfin, avec une pirouette, disons. Bon, bref, nous nous en sortîmes tant bien que mal, et voilà que déjà une nouvelle question massaille, comme on dit au Kenya. Qui a inventé l'échelle? L'échelle de Beaufort? Oh, pas d'hésitation. C'est l'amiral britannique Francis Beaufort, en 1805. Non, pas l'échelle de Beaufort, l'échelle... L'échelle de Richter? Oh, pas d'hésitation. C'est le sismologue américain Charles Francis Richter, en 1935. Oui, mais non, pas l'échelle de Richter. L'échelle qu'on utilise pour... L'échelle de Hamilton. Celle qu'on utilise pour évaluer l'intensité des symptômes dépressifs. Il suffit de demander. C'est le docteur Hamilton en 1959. Mais non, pas celle-là. L'échelle toute bête... L'échelle de Saphir-Simpson. Cette superbe échelle de classification de l'intensité des cyclones tropicaux se formant dans l'hémisphère ouest. Eh bien, elle a été inventée en 1969 par l'ingénieur civil Herbert Saphir et par le docteur Robert Simpson, directeur du National Hurricane Center. Non, Simone, non. Je veux parler de l'échelle... comment dire... Ah, l'échelle de Fujita-Pearson, qui sert à classer les tornades par ordre de gravité en fonction des dégâts qu'elles occasionnent. Alors celle-là, elle a été inventée en 1971 par Tetsuya Theodore Fujita de l'Université de Chicago, en collaboration avec le météorologue Alan Pearson. Mais non, tu n'y es pas. Je m'interroge sur l'invention de l'échelle toute simple. Ah, d'accord. Mais que ne le disais-tu? L'échelle de Mercalli, qui mesure l'intensité des secousses ressenties et les dégâts produits à la surface de la Terre par un séisme. C'est le volcanologue Giuseppe Mercalli qui l'a inventé en 1902. Va au diable, Simone, avec ton Mercalli. Je te parle de l'échelle sur laquelle on monte. L'échelle de corde, l'échelle de bois, l'échelle des pompiers, l'échelle à barreaux, l'échelle à échelon, l'échelle qu'on grimpe dessus, l'échelle qu'on en tombe et qu'on se casse la jambe. Mais calme-toi, j'ai compris. Et tu veux savoir quoi à propos de cette échelle? Je veux savoir qui l'a inventée. D'accord, détends-toi. Eh ben voilà, c'est le même inventeur que le porte-manteau. Personne. Voilà, donc l'échelle n'existe pas, quoi. J'ai rêvé. Ouais, tu étais-tu comme un âne? Mais si, bien sûr, l'échelle existe. Mais c'est comme le porte-manteau. Elle a été inventée et perfectionnée d'une manière si empirique qu'il est impossible d'attribuer une paternité ou même de préciser une date de naissance. C'est comme si tu me demandais qui a inventé l'escalier. Ah mais oui. Qui a inventé l'escalier? Le tranxène ou le chlorazépate a été mis au point en 1963 par les laboratoires Sanofi-Aventis, à la suite des travaux du docteur Lowell Randall sur les benzodiazépines. Je vois pas le rapport. Avale donc 3-4 comprimés, je t'expliquerai. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je ne voudrais pas te déranger. Trop tard. C'est fait. Ah ben désolé, je te laisse tranquille. Oh non. Maintenant que tu m'as dérangé, dis-moi au moins pourquoi. Eh ben voilà, je récapitule nos entretiens précédents. Personne n'a inventé le porte-manteau, on est d'accord. Jusque-là, oui. Personne n'a inventé l'échelle et personne n'a inventé l'escalier. C'est exact. Bien. Le porte-manteau, l'échelle, l'escalier, d'accord. J'ai bien intégré tout ça, ils ne sont l'invention de personne en particulier.
Mais la porte, Simone, la porte. Il faut bien que quelqu'un ait inventé la porte. Mais oui, tout à fait. L'inventeur de la porte, c'est tout simplement Didier Porte, qui lui a d'ailleurs donné son nom. Didier Porte? Le chroniqueur qu'on entend sur France Inter? Celui-là même. Entre deux chroniques, il a inventé la porte. Ça m'étonne un peu quand même. Qu'est-ce qui t'étonne? Bah, Didier Porte est né en 1958. Mettons qu'il ait été très précoce et qu'il ait inventé la porte à l'âge de 8 ans. Ça nous fait dater l'invention de la porte de 1966. Et alors? Bah, je peux me tromper, mais il me semble trouver des traces de porte dans l'histoire de l'humanité antérieures à 1966. Ah oui? C'est possible, je n'y ai pas prêté attention. Et puis, c'est pas tout. La porte est un objet très utilisé, très répandu. C'est le moins qu'on puisse dire. En vertu de quoi, l'inventeur de la porte, s'il a déposé un brevet, doit être riche à milliards. Il n'a pas besoin de se fatiguer à faire des chroniques à la radio. Mais c'est bien là le problème. C'est que Didier Porte est un homme très occupé, un peu poète de surcroît, et il a négligé de déposer un brevet. Ça s'est passé de la manière suivante. On était mercredi, Didier avait une chronique à écrire pour le lendemain, il y travaillait consciencieusement, et puis vers 18h, à l'occasion d'une courte pause, il a inventé la porte. Mais il n'a pas terminé sa chronique. Il se remet au travail devant son ordinateur, il est trop concentré pour penser à autre chose, l'histoire de la porte lui est sortie de la tête, il oublie totalement de protéger son invention. Ouais, mais le lendemain, tout de même... Non, tu oublies ce qu'est la vie d'un chroniqueur. À peine sa chronique du jeudi prononcée et applaudie, qu'il doit déjà s'atteler à sa chronique du vendredi. Et puis les événements s'enchaînent, on vit à 100 à l'heure, toujours entre deux portes, si j'ose dire. C'est incroyable. Il est donc complètement à côté de la plaque, cet homme-là. Voilà, c'est ça. C'est le mot juste. À côté de la plaque. Et puisque tu parles de plaque, j'en profite pour t'apprendre que l'inventeur de la plaque n'est autre que Didier Plaque. C'est fou ce que j'apprends avec toi. Il suffit de demander. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Tu vois, Simone, tu le vois et tu le sais, la vie est difficile pour tout le monde. Rien n'est simple, on a chacun ses obsessions, chacun ses angoisses et ses démons. On porte chacun sa croix, tu le conçois bien. Ouais, toute proportion gardée quand même. Si tu veux, Simone, si tu veux, toute proportion gardée. Mais néanmoins, on a chacun sa blessure, chacun son épine dans le pied. Bref, mon chéri, pardon d'interrompre tes élans lyriques, mais trêve de jérémiade et de pleurnicherie, où veux-tu en venir ? Quelle est donc ta terrible et si douloureuse blessure à toi personnellement qui me parle à l'heure actuelle, juste maintenant, à présent, concrètement? Ah, tu veux le savoir, ma Simone? Eh bien, je vais te le dire, et sans détour. Depuis 18 ans, ma chère, depuis 18 ans, mon sommeil est troublé et ma paix intérieure compromise parce que je me pose, sans pouvoir y apporter de réponse certaine, la question de savoir qui a inventé le porte-manteau. Alors là, franchement, quel dommage que tu ne m'en aies pas parlé plus tôt, parce que je connais la réponse. Et la réponse est? Personne. Personne. Tu veux dire que le porte-manteau n'existe pas? Qu'il n'a jamais été inventé? Non, tu n'y es pas du tout. J'admets sans réticence que le porte-manteau existe, mais je prétends que personne en particulier ne l'a inventé. Il est apparu progressivement, logiquement et empiriquement. Mais selon moi, personne, absolument personne, n'est en droit de revendiquer à titre personnel et exclusif l'invention du porte-manteau.
On aurait donc affaire à une invention sans inventeur. Sans inventeur ou avec une infinité d'inventeurs, ce qui revient au même. Le premier homme qui a accroché son manteau, ou ce qui lui tenait lieu de manteau, à l'excroissance branchue d'un gros arbre, celui-là ne peut-il pas prétendre être le père du porte-manteau? À mon sens, non, Simone. Saisir une opportunité ne suffit pas. S'accrocher, c'est le cas de le dire, à une configuration aléatoirement idoine, offerte fortuitement par la nature, ne saurait constituer la plénitude d'une invention. Il faut au minimum qu'un objet manufacturé ait été délibérément conçu. Ratiocinade que tout cela. Tel ancêtre qui aurait fixé une manière de crochet dans quelques murs, pourrait-il se proclamer inventeur du porte-manteau si par le simple fait du hasard, un autre ancêtre y avait accroché un manteau, alors qu'il aurait pu tout aussi bien y accrocher une veste, un panier ou un chapeau? Je ne le crois pas. Soyons rigoureux. Ne peut se prétendre inventeur du porte-manteau que celui, et il n'existe pas, je m'empresse de le dire, que celui ou celle qui a inventé et fabriqué intentionnellement un dispositif permettant de porter les manteaux, et rien que les manteaux, et de celui-là ou de celle-là, pas trace dans l'histoire. Reconnais-le. Ouais, je veux bien le reconnaître, mais alors, oublions un moment l'objet et concentrons-nous sur le mot. Des tas de gens ont probablement utilisé des tas de dispositifs naturels pour y accrocher des machins. Puis, des tas d'autres gens ont sans doute par la suite imaginé et fabriqué des tas d'autres dispositifs intentionnels pour y accrocher des trucs. Mais il y a bien un jour où quelqu'un a fabriqué un objet ad hoc permettant d'accrocher des manteaux, et rien d'autre que des manteaux, et où ce quelqu'un a déclaré « Ce que je viens de créer, c'est un bazar pour accrocher les manteaux et je lui donne le nom de porte-manteau. » Non ? Non. Non, non, non et non. Oh ben, je m'incline, Simone. Le porte-manteau relève donc, si j'ai bien compris, de la génération spontanée. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte ? Mais tu ne crois pas si bien dire. Dès que tu seras remis de tes émotions, nous enquêterons. Scientifiquement, ça va de soi. Sur l'invention du porte-short. Ça existe un porte-short ? Depuis 5 secondes, oui. Fichtre, on est bien peu de choses. Surtout toi. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, devinette. Il est né à Chalon-sur-Saône le 7 mars 1765 et mort subitement à Saint-Loup-de-Varennes le 5 juillet 1833. De qui s'agit-il ? Napoléon? Presque. Napoléon est né 4 ans plus tard, et c'était à Ajaccio, et il est mort 12 ans plus tôt, et c'était à Sainte-Hélène. Non, Simone, il s'agit de Joseph Nicéphore Niepce, qui a inventé la photographie en 1826. Oh, le pauvre. Pourquoi le pauvre ? Eh bien, vu que tu tiens Karl Maggi, l'inventeur des parcs-mètres, pour responsable, tu nous l'as dit la semaine dernière, de toutes les contrariétés que nous causent ces appareils à sous, si, tu l'as dit, tu l'as même maudit. Alors j'imagine que tu tiens Niepce pour responsable de toutes les séances interminables où des amis nous montrent leurs photos de famille. Ah non, le responsable de cette calamité-là, c'est Daguerre. Louis-Jacques Mandé Daguerre. Pourquoi Daguerre plutôt que Niepce ? Parce qu'il faut bien désigner un responsable et que, d'après ce que je sais, dans l'association Niepce-Daguerre, le second nommé n'a pas toujours été très correct. C'est Niepce qui avait les idées et Daguerre les relations. C'est Nicéphore qui se creusait la tête pendant que Louis roulait pour son propre compte. Tu n'y étais pas. En tout cas, tu n'es pas sur la photo. Je n'y étais peut-être pas. Sûrement pas. Sûrement pas si tu préfères. Mais d'après mes informations, celui qui mérite le plus le titre d'inventeur de la photographie, c'est pas Daguerre, c'est Niepce. Donc, c'est à Niepce qu'il convient de reprocher les cauchemardesques soirées photos où des gens qui nous intéressent assez peu exhibent des portraits à la maternité de leur petit-fils qui ne nous intéressent
pas du tout. Non, c'est ta daguerre. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai envie. Je reproche ce que je veux à qui je veux, et je dis du bien de qui je veux comme je veux. Et moi? Mais toi pareil, Simone, si tu veux dire que c'est Daguerre qui nous a légué la photo et Niepce qui nous a légué les corvées, tu as le droit. Mais non, je dis pas ça. Bah alors où est le problème? Où est le problème? Tu le demandes. Bah oui, je le demande. Le problème, c'est que si je suis toujours d'accord avec toi, si j'approuve tout ce que tu dis, il n'y a plus de conversation. Il n'y a plus qu'un long monologue. Ah, dois-je comprendre que tu me contredis uniquement pour entretenir le feu de la conversation? Bah oui. Où est le mal? Ah non, 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 il n'y a pas de mal, Simone. Si le but est seulement de nourrir nos échanges, alors je n'ai pas d'objection. Tout va bien. Ah non, je ne peux pas te laisser affirmer que tout va bien. Il y a certes des choses qui vont bien, mais il en est d'autres, excuse-moi de le dire. Tu alimentes toujours, là? Ah bah oui, pourquoi? Ah non, parce que j'ai failli croire que tu avais dans l'idée de me contredire. Te contredire? Je n'y songeais même pas. J'aime bien discuter avec toi.